Et nous voilà sur le plateau de Smart Tech tous ensemble, désormais accompagnés de Tariq Krim. Alors, on entame la deuxième partie de l'émission Smart Tech qui est dédiée à l'innovation. On va bien sûr partir à la découverte d'une nouvelle technologie, une technologie qui est embarquée dans une toute nouvelle enceinte ultra directionnelle. C'est une techno française qu'on vous présentera en fin d'émission. Mais d'abord, donc c'est l'heure de notre rendez-vous. Le numérique, c'est politique avec Tariq Krim, entrepreneur, pionnier du web français, militant pour un numérique plus ouvert et aussi maîtrisé par les utilisateurs. Bonjour Tariq. Bonjour. Alors aujourd'hui, votre sujet, le politique c'est numérique évidemment, mais là le sujet sur lequel vous faites un focus, ça va être les politiques d'innovation en matière de santé. Vous vouliez pour ça revenir sur un exemple de politique numérique qui a plutôt mal démarré, je dirais, c'est le Health Data Hub. Oui, effectivement, le Health Data Hub est un peu, l'épitome de tout ce qu'on ne doit pas faire en termes de politique numérique. Ça part au départ d'une plutôt bonne idée. Je crois que c'est Cédric Villani dans son rapport sur l'intelligence artificielle. Il ne faut pas oublier que si on revient 5 ans en arrière, l'intelligence artificielle était promise à un avenir incroyable. Aujourd'hui, comme toutes les autres technologies avant, le big data, le cloud, le client-serveur, la micro-informatique, enfin toute cette série de technologies, au début on pense que c'est magique et ça va tout transformer. Et au fur et à mesure, on intègre ça et on se rend compte en fait que c'est une technologie de plus, mais qui ne change pas totalement le jeu. Et là, c'est vrai qu'on a mis énormément d'efforts et on a dit on va faire un truc incroyable. Ce qui était intéressant parce que c'était aussi l'État qui disait on ne veut pas rater cette étape technologique. Absolument. Je dirais à l'instar de ce qui s'est fait en Chine et ce qui se fait aux États-Unis, on a dit il faut absolument mettre en place donc centraliser les données des patients et ensuite les proposer sous une forme qui était un peu pas très clair aux startups et derrière en embuscade évidemment aux très grandes entreprises qui veulent évidemment mettre la main sur le joyau des données de santé. Mais ce qui a été fait en fait, c'est qu'on sent qu'on a une idée mais on n'a pas forcément de doctrine. Comment construire un projet numérique? Est-ce que l'on s'allie avec les grandes plateformes, notamment Microsoft, Google, Amazon, qui sont les opérateurs de cloud? Est-ce qu'on travaille avec des petits acteurs, des gros acteurs qui sont souvent gros mais pas très agiles sur ces questions? Et en fait, on n'a pas posé... Des acteurs, par exemple, de la recherche. Des acteurs de la recherche, mais vous avez aussi les grandes SS2I, les opérateurs industriels, les opérateurs télécoms, qui ne sont pas, faut-il le rappeler, très agiles sur ces questions. Il vaut mieux... Le cloud, c'est souvent des petites équipes avec des technologies qui sont bonnes, mais qui n'ont pas encore passé ce passage à l'échelle. Et donc, la question qui se posait, qu'on aurait dû se poser, c'est comment construire un écosystème autour de tous ces acteurs. Et là, ce n'est pas ce qui a été choisi. Comme vous le savez, on a décidé, quasiment sans appel d'offres, je crois d'ailleurs qu'il y a une enquête en ce moment sur les conditions d'obtention de ce contrat, à Microsoft. Et donc, du jour au lendemain... En fait, on a décidé de créer, de partir, au lieu d'utiliser les différentes bases de données existantes et de les relier et d'en faire un hub, véritablement, on a décidé de tout centraliser, repartir à zéro sur une nouvelle plateforme. Et on a confié l'hébergement des données à Microsoft, comme ça, d'office, automatiquement. Alors là, c'est là où ça a commencé. C'est là où, effectivement, il y a un sur des questions de souveraineté. Absolument, parce qu'en fait, au départ, je crois et ça, c'est un des sujets, quand on parle de souveraineté, ça, c'est un sujet qui sera, à mon avis, sur la table pour 2022, c'est qu'au départ, on se dit, finalement, on travaille avec les meilleurs, parce que c'est plus agile, parce que c'est plus simple. Aussi parce que ça permet d'éviter de travailler avec le ministère. Il faut se dire, les informaticiens du ministère de la Santé n'ont pas travaillé sur ce sujet. La PHP, donc les hôpitaux de Paris, qui avaient leur propre hub de santé avec des technologies open source, n'ont pas été choisis. On a décidé de construire quelque chose de nouveau, d'intégrer Microsoft parce que ça allait plus vite, ça permettait d'éviter un certain nombre de choses, mais on a ouvert la boîte de Pandore de ce qu'on appelle la souveraineté et surtout l'extraterritorialité du droit. On a découvert effectivement que nos données de santé pouvaient être soumises à un droit qui n'est pas uniquement le droit français. Et c'est là que tout ce château de cartes a commencé à exploser. Et quand vous parlez du fait qu'on n'ait pas de doctrine aujourd'hui en France, ça rappelle aussi l'application Tous Anti-Covid. Absolument. On a hésité entre quelque chose d'européen, finalement on n'a pas réussi à s'entendre. Alors, en fait, l'application Tous Anti-Covid, il y a deux sujets. Il y a eu la première, qui à mon avis était un four total, qui était Stop Covid, on n'en parle d'ailleurs plus. Non, oui. Et l'application Tous Anti-Covid, qui était... faut-il le dire, un peu mieux pensé et qui était surtout lié à une problématique assez simple, c'est que quand on a introduit le pass sanitaire, la vaccination, il fallait un endroit, une application simple pour lire les QR codes. Donc,
En même temps, ce n'est pas une application qui est très complexe. Elle est essentiellement, on dirait un glorified QR code viewer, en bon français, un visualisateur de QR code, donc ce n'est pas très complexe à faire. Portefeuille de la vaccination, oui. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a, par contre, on s'est défaussé vers des services comme Doctolib, alors qu'on avait une opportunité de répondre à des problèmes difficiles techniquement, mais qui sont importants. Par exemple, la réservation des créneaux de vaccination, de tests, tout ça, en fait, est opéré par des tiers. Alors que c'est Doctolib, quand même une boîte française. Absolument. Mais ce qui est oui, mais non, même la vaccination en cas de pandémie est une mission régalienne. Donc, on aurait pu en fait profiter un peu de tout ça, parce que ça fait quand même 2 ans, pour se dire on va remettre de l'ordre et construire une véritable relation entre le citoyen et l'utilisateur. Parce que ce qui est incroyable avec Tous Anti-Covid, c'est qu'on a 50 millions d'applications qui ont été téléchargées. Donc, quasiment chaque Français l'a dans son appareil. Ça veut dire que ça peut être un outil de relation entre l'État et le citoyen, plutôt intelligent sur la prévention. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Pour l'instant, je trouve qu'on s'est vraiment concentré, parce qu'a priori, il semblerait que cette application va être, une fois que le Covid sera parti, elle sera éliminée. On ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Ouais. Et donc, on en revient à la question de la doctrine. Par rapport à la question de la santé, je dirais que ce qui est intéressant, c'est que la santé est un peu le laboratoire numérique de ce que pourrait être une relation harmonieuse entre les utilisateurs, les citoyens, et l'État. Et pour l'instant, on a été un peu dans les directions qui n'étaient pas forcément les meilleures. Mais finalement, on peut apprendre de nos erreurs. Donc tout ça peut nous servir de leçons et de pistes nouvelles pour créer notre doctrine. Absolument. Je pense qu'il faudra tirer les leçons de tout ça pour imaginer quelque chose de plus harmonieux et de plus ouvert. Merci beaucoup, Tariq Krim, et on continuera d'en parler ensemble. À suivre dans Smart Tech, je vous l'ai dit, c'est la découverte d'une nouvelle enceinte ultra-directionnelle.